in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Lamb jump. Tie game with 5 seconds remaining. Shot. What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 142, deuxième partie du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour conclure cet épisode de Noël consacré à vos questions. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai perdu un de mes acolytes, il y a que Tom. Ça va Tom ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très bien Tom, on l'a rapidement expliqué sur Twitter, on va éclaircir la situation. On avait enregistré nos deux parties en une fois, logiquement. On a eu un petit problème pour la séquence sur ce groupe de questions dont on va parler maintenant. Donc on a été obligé de réenregistrer cette partie, mais ce qui va suivre plus tard dans la seconde partie de la deuxième partie de l'épisode 142, ça devient un peu compliqué là, ça sera du réel avec Alan. On va retrouver Alan, mais là on a eu un petit problème technique, donc on a été obligé de réenregistrer ces questions. On va pas perdre plus de temps comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, nous laisser une petite étoile sur iTunes, 5 petites étoiles, c'est mieux qu'une d'ailleurs, sur iTunes, et nous suivre partout. On va continuer Tom, à enchaîner les questions, en plus, question sur Anthony Davis. Donc quelle merveilleuse façon de commencer cet épisode avec toi Tom. Quel trade réaliste pourrait encourager Davis à signer son supermax dans les prochains mois? C'est une question de Maxwell Tabasco Jamblaboy, et déjà c'est un super nom de profil. Tom, quel trade réaliste pourrait encourager Anthony Davis à rester à New Orleans? Il y a un gros souci avec cette question, c'est le réaliste. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a aucun transfert qui pourrait faire en sorte que Anthony Davis va signer son supermax. Alors oui, les Pelicans peuvent essayer d'améliorer leur effectif, mais je pense pas que les pièces qu'ils ont la possibilité d'ajouter avec les assets qu'ils ont en leur possession aujourd'hui leur permettent de ramener un joueur qui a le niveau de faire en sorte qu'Anthony Davis donne son accord. Après, autre chose pour le supermax, Anthony Davis, c'est un joueur qui a déjà signé un contrat à plus de 100 millions dans sa carrière, donc peut-être que l'argent ne sera pas le plus gros facteur qui va motiver sa décision, même si ce serait difficile de refuser près de 240 millions, sachant que c'est un joueur qui a un passif avec des blessures, qui est souvent blessé entre guillemets, ou qui peut être entre guillemets traité de joueur fragile. Et il y a Brian Windhorst justement, qui est un insider d'ESPN, qui pense que le fait qu'il est signé avec Rich Paul, qui est aussi l'agent de LeBron James, qui va être l'un de ces joueurs qui va commencer à signer des 1+1 à la manière de LeBron et Kevin Durant ces dernières années. Il y a très peu de joueurs qui ont le pouvoir entre guillemets pour le faire, et je pense que lui il a le moyen de faire ça si l'argent n'est pas sa motivation première. Je pense vraiment mais pour répondre à la question, je pense qu'il y a aucun trade réaliste. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut savoir qu'il y avait eu des rumeurs autoporteurs, et pour moi c'était limite le joueur le plus fort qu'il pouvait avoir avec les pièces dont il dispose. On va être honnête, on adore autoporteur top 15 shooter, mais c'est pas lui qui va convaincre Anthony Davis de rester à New Orleans, hein. C'est ça. C'est pas autoporteur qui va être un élément déclencheur. Donc franchement, je pense pas qu'il y en ait. Après, il y a peut-être quelques petits trades juste pour ramener, c'est pour ça qu'il y a un autoporteur qui a été cité, ramener du monde à l'aile. Ça semble indispensable vu que c'est une équipe qui vise les playoffs et qu'à l'ouest il te faut du monde à l'aile. Après ça, il y a rien qui va le faire basculer. Ce qui peut l'amener à vouloir signer Supermax et rester, c'est des bons résultats en playoff. Et là, c'est des joueurs qui sont déjà là, qui vont devoir faire des bonnes campagnes. Mais je vois mal quelqu'un venant de l'extérieur réussir à le convaincre. Enfin, c'est très difficile d'imaginer New Orleans, vu le peu d'assets dont il dispose, être capable de mettre en place un tel trade. Après, il y a toujours la possibilité de faire des petits ajustements. Quand on regarde bien, leur plus gros problème aujourd'hui, c'est à l'aile. Ils sont loin d'avoir un joueur qui est au-dessus de la moyenne à l'aile, et ça pose problème. S'ils pouvaient réaliser, je sais pas moi, un deal avec, je sais pas moi, peut-être Dallas pour Harrison Barnes ou quelque chose comme ça,
ça pourrait peut-être être intéressant, voire même les Clippers pour un joueur comme Gallinari, puisque si tu prends par exemple le contrat de Nikola Mirotic qui se termine cette saison et tu lui ajoutes le contrat de Solomon Hill, tu arrives à peu près au niveau du contrat de Gallinari. Gallinari, il a encore 2 ans de contrat, sachant que les Clippers veulent essayer de libérer un maximum de masse salariale pour pouvoir faire un gros coup à la prochaine free agency. Du coup, le fait d'avoir en fait 10 millions de moins dans le salary cap pour arriver avec 10 millions de plus sur le marché des agents libres, ça peut peut-être donner envie justement aux Clippers de se séparer de Gallinari, sachant que après du côté de New Orleans, miser sur Danilo Gallinari, c'est pas forcément le truc le plus safe, quoi. Ouais. Et juste un dernier petit mot pour finir. T'as parlé de cette possibilité qu'il signe des 1+1. Je pense qu'il a ce pouvoir-là, mais comme tu l'as dit, alors c'est un petit peu le paradoxe Anthony Davis. Il rate, en termes de pourcentage, t'as pas l'impression qu'il rate beaucoup de matchs, mais en fait, il y a toujours des petits bobos à droite à gauche. T'as l'impression il a déjà eu un bobo partout sur le corps depuis qu'il est en NBA. Mais j'ai un peu peur que ça puisse l'empêcher de faire ça. C'est-à-dire qu'il a peut-être pas il a pas la durabilité pour mettre ça en place. Contrairement à LeBron, même si Durant aussi avait eu des problèmes de blessure, hein, mais le fait qu'il ait toujours des petits bobos, Anthony Davis, peut-être que ça va l'empêcher d'avoir cette marge de manœuvre là. Mais c'est clair qu'en termes de talent pur, c'est un des rares joueurs qui est capable de faire ça. Donc à surveiller. C'est ça. Et puis il y a quelque chose qui est aussi sous-estimé quand on parle de trade de joueurs. En fait, Anthony Davis, c'est un joueur qui a une très forte valeur de trade, donc du coup qui demandera énormément d'assets entre guillemets pour qu'on aille le récupérer. Le souci, c'est que tu veux pas forcément que l'équipe que tu rejoins perde énormément d'assets pour ta carrière, puisque quand tu seras dans l'équipe, tu auras besoin d'assets pour améliorer l'équipe. Donc peut-être que ça aussi, ça peut un peu conditionner la stratégie qu'il aura si il doit faire une demande de transfert. Totalement. Question complètement entre parenthèses, je m'éloigne 2 secondes avant d'enchaîner par 3 questions de Sixers France. J'étais devant les matchs de Noël, Tom, et j'ai regardé du coup le match où les Lakers ont battu les Warriors, et je me suis dit, alors certes, je sais qu'à l'heure actuelle c'est impossible, mais je me suis dit, avec Anthony Davis et LeBron, ce que je suis fou de penser, parce qu'il y a des rumeurs, on sait que c'est pratiquement impossible, hein, que c'est vraiment du fantasme à l'heure actuelle, mais ils battent les Warriors avec LeBron et Anthony Davis à l'heure actuelle. Ah, ils sont arrivés à les battre avec Zubac. Et Rondo. Bah, le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien les Lakers, j'ai pas l'impression que les Lakers sont en avance sur leur calendrier. J'ai l'impression qu'en fait, le haut de l'Ouest, c'est bien moins fort que ce qu'on le pensait. Et du coup, ils se retrouvent bien malgré eux comme peut-être la deuxième force à l'Ouest aujourd'hui, puisque globalement, quand tu regardes, LeBron, il a peur de qui, entre guillemets, s'il arrive parmi les équipes qui sont qualifiées ou qui sont contenders, il y a que les Warriors, en fait, contre lesquels LeBron ne sera pas favori. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une bonne théorie, ça. Tout le monde déçoit à l'Ouest, sauf les Lakers qui sont à leur niveau, donc du coup, ça leur permet d'être un petit peu plus haut. Mais voilà, c'était juste, vu qu'on parlait d'Anthony Davis, c'était un truc que je me suis demandé devant le match de Noël. À un moment, je me suis dit, quelle est la pire, entre guillemets, superstar qu'il faudrait ajouter aux Lakers pour qu'ils soient en capacité de battre les Warriors? Et je pense pas Anthony Davis, c'est large. Je pense que, bref, on laissera ça à la... Tu penses genre niveau Paul George, par exemple, si tu leur mets Paul George? Bah, j'ai posé la question. Si tu leur mets Paul George, actuellement, je pense que oui, ils peuvent. Ah oui, ouais. Après, ce sont les Warriors, c'est compliqué. Ouais. Mais vu à l'heure actuelle. Tu sais pas. Enfin, voilà. Après Draymond est inquiétant, on en a déjà parlé de Draymond Green dans la première partie. Draymond Green, il est très inquiétant offensivement, et à partir du moment où il devient un non-facteur des deux côtés du terrain, il devient un facteur impactant uniquement que d'un seul côté du terrain, c'est limite, ça deviendra André Robertson, limite. Je dis ça pour grossir les traits, mais à partir du moment où sa valeur offensive sera quasiment nulle, voire négative, du coup, ça va chambouler totalement le système des Warriors, puisque hier, ils ont joué beaucoup avec Draymond Green au poste 5, et l'attaque n'était pas beaucoup plus fluide pour autant. Non, ouais. Enfin voilà, vous voyez un petit échantillon des questions que je me pose devant les matchs, hein, que des fois ça peut être très bizarre, mais je me suis dit vraiment, qui faudrait rajouter à ces Lakers vraiment, et peut-être qu'on aura la réponse cet été. Comme je l'ai dit, on va enchaîner avec des... Moi, je pense que Lillard, ça serait bien. Ouais, Lillard, ça serait bon. Après, petit embouteillage sur les lignes extérieures, mais ouais. Ah, tu trades? Oui, ouais. Tu trades pour un ailier?
Ouais, je pense que Lillard, il est dans le groupe des joueurs à l'heure actuelle. Après, attention, hein, la réalité de décembre, c'est pas souvent celle de mai, voire de juin. Exactement. À se méfier. Sixers France qui nous a donc demandé depuis quelques années, on reste dans le même sujet, hein. On voit des trades dans tous les sens, en particulier de grosses stars, phénomènes éphémères ou une tendance sur la durée. D'ailleurs, on salue Sixers France après une énième défaite contre les Celtics. Ouais. Ça doit pas être facile, franchement. Qui sont de plus en plus durs, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le même scénario qui se répète. Mais bon, bref, du coup, coucou à lui et courage à lui dans cette douloureuse aventure contre les Celtics. Même si, pour finir la parenthèse, même si je la trouve hyper encourageante, moi. Parce que, en réalité, alors c'est encore un si, mais sans Kyrie qui prend feu, le match là, ils l'ont gagné, hein. Ouais, mais Kyrie prend feu. Et en playoff, Kyrie prend feu. Je sais pas, moi je trouve que de toutes leurs défaites crève-cœur contre les Boston sur les 3 dernières années, c'est de loin la plus encourageante. Parce que déjà, le système de fin de match où tu donnes pas la balle à Butler, pour moi c'est lunaire. Enfin, bref, on ferme la parenthèse. C'est ça, on peut limite se demander pourquoi Ben Simmons était sur le terrain. Aussi, ouais. Bon. Bref, ça c'est un autre débat, on laissera ça pour le prochain podcast. Alors, du coup, pour revenir sur sa question, enfin moi je pense que c'est une tendance qui peut continuer en fait, mais en même temps, c'est une tendance qui peut s'infirmer à cause de la par rapport au 1+1. Donc pour faire simple, la ligue maintenant c'est totalement une ligue de joueurs, donc du coup les joueurs ont pas mal de, je sais pas s'il y a une traduction en français, mais il y a pas mal d'empowerment en fait sur les joueurs. Les joueurs ont compris qu'ils avaient le pouvoir dans la ligue. Et quand tu regardes bien, tous les joueurs qui ont demandé un transfert se sont retrouvés dans de meilleures situations, ils se sont retrouvés chez un contender. Limite. Paul George, il a demandé son transfert. Il est parti à OKC qui est parmi les contenders pour le titre. T'as Kyrie Irving qui demande son transfert, il se retrouve à Boston. Alors, et il a bien fait, puisque quand tu regardes l'état des caves actuellement, enfin, je pense que Kyrie, il est bien content d'être allé aux Celtics. Et là, t'as Jimmy Butler qui demande son transfert de Minnesota. Boum, il retombe sur un contender à l'Est avec, entre guillemets, Philadelphie. Kawhi Leonard, lui, il a pas demandé de son transfert, mais on voyait bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz à San Antonio. Et boum, il se retrouve dans une équipe qui est contender. Donc, quand tu regardes bien, les joueurs ont raison. Même un autre joueur qu'on peut peut-être critiquer dans ce sens-là, mais qui a aussi demandé son transfert avant, Eric Bledsoe, qui était dans une situation sans queue ni tête à Phoenix, et qui là, il se retrouve chez un contender. George Hill, pareil. Là, il se retrouve chez un contender, alors qu'il signe il signe un bon contrat avec Sacramento, il se fait transférer à Cleveland, donc il joue le titre déjà l'an dernier, et là, cette année, il est encore transféré chez un contender. Donc finalement, les joueurs ont raison. Donc tant que cette tendance-là va dans le sens des joueurs, je pense que c'est une tendance qui peut continuer à s'affirmer. Après, là où je mettrais un petit bémol, c'est si les joueurs commencent à faire des 1+1, ils auront beaucoup plus de flexibilité et du coup, ils n'auront pas à demander de transfert puisqu'ils seront libres de signer là où ils veulent. Tu y crois encore au 1+1? Parce que moi, j'en ai entendu parler quand LeBron a un peu, je vais pas dire qu'il a mis ça en place, mais il y a eu un moment où beaucoup d'experts CBA parlaient de cette possibilité où du fait que les joueurs allaient en profiter. LeBron l'a fait, KD l'a fait, mais en dehors, enfin, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une élite de l'élite, qu'il y a très peu de joueurs, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire ça. On parlait d'Anthony Davis, par exemple, pour moi, il peut le faire, mais je suis même pas sûr que ce serait totalement dans son intérêt. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui viendra du côté des équipes. Je pense que des équipes vont appliquer le slogan qu'on entend souvent, notamment dans le podcast de Nate Duncan et Daniel Leroux, "The law's not yours". C'est-à-dire que les équipes vont, pour pouvoir avoir un maximum de flexibilité, certaines équipes seront plus à même à proposer des gros contrats sur une année pour être certain d'avoir du cap space à la prochaine intersaison, plutôt que des contrats moyens sur 3-4 ans. Vu ce qui s'est passé à l'été 2016, je pense que les contrats seront de plus en plus courts et les équipes proposeront des contrats plus courts aux joueurs. Donc peut-être par ce mécanisme-là, les joueurs arriveront beaucoup plus souvent au niveau de la free agency. En y réfléchissant, faudrait peut-être que je creuse ça, mais rien que de tête, j'ai l'impression que depuis 2016, les contrats sont plus courts déjà. Genre, je pense, de tête, j'ai un exemple, je sais pas pourquoi j'ai pensé direct à lui, mais Jabari Parker, je sais pas s'il y a 5 ans, on aurait vu un contrat comme il a eu là. En fait, 2 ans où en gros c'est une année où on voit ce qu'il vaut, et une deuxième on se laisse la possibilité de plus l'avoir dans l'équipe. Et en l'occurrence, on l'aura plus dans l'équipe. Donc c'est comme si c'est un 1+1, tu vois. Ouais. Et même tous les gars comme les Tyreek, les JJ Redick, tu vois, la première saison, les Ariza qui prennent énormément d'argent sur une année.
voilà, je pense que c'est le type de contrat qu'on sera amené à avoir un petit peu plus souvent. Moi, j'apprécie parce que ça veut dire des free agency encore plus folles, plus de joueurs libres. Enfin, personnellement, Et plus de précarité aussi pour les joueurs, malheureusement. Pas forcément, parce que si on prend le cas d'un Jabari, si on le retourne, si on lui met le salary cap actuel, mais genre il y a 5-6 ans, est-ce qu'on lui aurait donné autant sur 3-4 ans? Il aurait pas eu autant sur 3-4 ans, mais je pense qu'il aurait eu un contrat long. Parce que tu vois, je suis pas sûr. Peut-être que le fait qu'on lui remette beaucoup sur 1 ou 2 années, il s'y retrouve, enfin après ça j'ai pas fait de calcul, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit si perdant que ça. Faut voir combien de temps il reste dans la ligue. Certes, financièrement, il est gagnant sur 1 an, mais c'est pas dit qu'il soit dans la ligue l'an prochain. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Après, et les contrats rookies seraient d'autant plus valables parce que 4 ans, du coup, si tout le monde signe 1 ou 2 ans, 4 ans c'est une éternité. Et c'est ça. Juste pour finir avec cette question, pour moi aussi ça va continuer c'est une tendance sur la durée, parce que il faut de plus en plus de superstars pour gagner un titre, c'est assez logique, donc forcément ils vont chercher à se réunir. N'empêche, si on part du principe que les 1+1 c'est pas pour tout de suite, la plupart ont des contrats longs, donc plutôt qu'attendre les free agency, ils demandent des trades. C'est logique. Moi je sais pas s'il faut de plus en plus de stars, puisqu'en fait les Warriors c'est une anomalie, c'est pas la norme. Ouais, mais Tom, on est d'accord. Alors là, je sais qu'on va se tourner les fans des années 90, mais il y a jamais eu la NBA n'a jamais été aussi forte, donc mécaniquement, il a jamais autant fallu de puissance de feu pour gagner un titre. Même si les Warriors, je l'avoue, sont une anomalie, je veux dire les Cavs 2016, les Rockets de l'année dernière, le Thunder époque Durant, etc. Par exemple, cette équipe-là ne gagne pas le titre. Je veux pas faire de comparaison à la First Take, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'ère de la NBA où cette équipe-là elle gagne pas de titre. C'est vrai. Même les Cavs de 2016. Ou 2017. Non, les Cavs de 2017. Bah, je veux dire... Qui perdent la première année de Durant, là, qui perdent... 4-1, ouais. Enfin, voilà. Deuxième question, si dans quelques années, les lycéens auront le droit d'aller directement en NBA, quel impact sur la ligue? C'est malheureux qu'on ait perdu Alan, là, parce qu'il nous avait pondu une réponse toujours objective envers la NCAA. C'est ça qu'on aime. Ça, franchement, c'était pas du tout biaisé, comme on le fait souvent ici. Tom, quel impact si jamais la règle du one and done est abolie? Bah, globalement, je pense que il y aura un impact sur la carrière des joueurs et peut-être sur leurs émoluments en fin de carrière, c'est-à-dire que plus tôt tu rentres dans la ligue, plus tôt tu as la chance de signer ton 2e contrat et plus tôt tu as peut-être la chance de signer ton 3e contrat et du coup tu peux signer un 3e contrat plus long. Si on prend le cas de Chris Paul, qui a un contrat qui fait un petit peu jaser, s'il était rentré un petit peu plus tôt dans la ligue, tu vois, peut-être qu'il serait arrivé à son 3e ou 4e contrat peut-être à 30 ans et du coup pas à 32 par exemple. Et là ça aurait été plus facile par exemple pour lui soit de peut-être gratter une 5e année ou même d'avoir il y aurait eu moins de risques entre guillemets à ce que son contrat soit vu comme un mauvais contrat dès sa signature, puisqu'il aurait été un petit peu plus jeune. Après il y a d'autres risques. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va rajeunir la ligue et ça va chasser un peu quelques vétérans, notamment tous ceux qui se battent pour des contrats minimum vétérans, puisque les équipes qui ne jouent rien, plutôt que mettre de l'argent sur un vétéran, elles vont plutôt investir sur un ticket de loterie par exemple et se dire bon allez, on va prendre des jeunes et peut-être que on sera plus à même d'avoir des effectifs avec plus de joueurs avec des contrats minimum en étant été non draftés à la draft que des joueurs avec des minimums vétérans. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que ça va avoir un peu d'impact, mais on parle pas de 25 joueurs par an. Hein, on parle de quoi? C'est ça. 5-6 gars et encore, on sait qu'il y en a toujours un ou deux pour lesquels ça sera justifié, il y aura toujours des erreurs, enfin comme avant, je pense pas qu'il y aura grosse évolution à ce niveau-là, mais ça aura un petit impact. Après, moi, je pense direct au fait, enfin, pour moi, ça va juste décaler d'1 an ce qui se passe, c'est-à-dire que par exemple un mec comme Ben Simmons aurait été pris à la sortie du lycée, pareil pour je sais pas qui on a eu récemment, peut-être un Wiggins, et pour les deux, peut-être pas pour le même succès forcément, mais Zion par exemple, il serait peut-être déjà là. Directement, ouais, il serait déjà là. Ensuite, moi, j'ai peut-être pensé, pour moi, peut-être une des conséquences, c'est qu'il y aura peut-être des plus gros risques, mais en se disant, on l'a pour 4 ans, peut-être la possibilité de le faire jouer en G-League 1 an, mais sans lui
offrir, c'est pas le bon mot justement, mais sans le mettre dans la galère du quotidien d'un joueur G-League, mais en gros en lui faisant faire des allers-retours avec la franchise NBA pour un peu lui habituer et un peu le mettre dans un cocon la première année. Après moi je suis un peu pour ça, puisqu'il y a des gars qui sont prêts en fait à y aller. Certes, c'est pas tout le monde qui ira, c'est pas parce que tu donnes la possibilité de le faire que tout le monde le fera. Je pense qu'il y a certains gars qui le feront, ça marchera, d'autres qui le feront, ça marchera pas, mais je pense qu'il y a certains lycéens qui iront quand même faire 1 voire 2 ans en fac. Je pense que ça va pas affaiblir entre guillemets le programme NCAA quoi, même si certaines des grosses stars ne passeront pas par cette case-là. Oui, totalement. On va pas avoir un top 10 avec que des lycéens. Ça va pas changer. Ouais. Il y aura toujours les mêmes méfiances et je pense pas qu'on aura de gros changements par rapport à ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années. Ce sera juste pareil. Enfin, je vois pas de gros changements. Peut-être juste, comme je l'ai dit, peut-être que le fait que la G-League se développe pourrait être un atout pour certaines franchises qui pourraient se dire, bon bah, je sais pas, par exemple, t'as un début de deuxième tour, t'as un joueur lycéen à très gros potentiel, mais la plupart des équipes ont jugé que c'était un trop gros risque de le prendre. Bon bah, tu le prends, tu lui fais signer un contrat et tu le mets dans ta franchise D-League pendant 1 an. Enfin, t'as quoi y perdre? Un peu ce qui se passe avec Anthony Simmons et Mitchell Robinson par exemple. Totalement. Ouais. Qui sont des joueurs qui ont pas fait la fac et qui du coup se retrouvent qui sont descendus à la draft et qui se retrouvent du coup dans des équipes, par exemple New York qui a récupéré Mitchell Robinson et même Portland qui a récupéré Anthony Simmons, qui se retrouvent comme étant des joueurs labellisés à fort potentiel, mais sur lesquels on sait qu'il y aura un long temps de développement par exemple. Totalement. Dernière question de Sixers France, Kevin Durant est-il le joueur qui a le plus changé la NBA via son choix d'équipe? Au niveau de la construction d'une équipe, pour jouer le titre, etc. Question pour laquelle Pierre a dit LeBron et son départ pour le Heat est pour moi plus important, et je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas toi, mais j'ai la sensation que LeBron, je m'appuie, c'est Ben Golliver qui est au Washington Post maintenant et qui a aussi le podcast Open Floor, qui disait souvent qu'en fait KD dans beaucoup de ses moves suit un peu LeBron. Et c'est vrai que là en fait pour moi KD a juste fait LeBron puissance 10, il a juste le fait de quitter une équipe dans son prime pour une super team qui écrase une conférence, voire la ligue, c'est plus le cas des Warriors. LeBron l'avait déjà fait. KD a juste fait ça dans c'est un niveau supérieur, mais en soi, c'est plus LeBron qui a, je pense, enclenché le mouvement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, puisque rappelons que quand LeBron quitte les Cavs, je crois les Cavs, ils font une saison à 60 victoires, je crois ils sont à 60-22. L'année où LeBron quitte les Cavs, ils perdent contre les Celtics en playoff. Et du coup, il rejoint le Heat, alors que Dwayne Wade, Miami était bon déjà avec Dwayne Wade. Toronto qui était une équipe qui faisait les playoffs régulièrement avec Chris Bosh. Perd Chris Bosh, donc du coup entame un processus de reconstruction. Cleveland pareil, alors que Cleveland était une place forte de la conférence Est. Et en fait, ça te met deux équipes de bon niveau entre guillemets dans l'Est qui partent sur un processus de reconstruction, alors que l'Est était en déconstruction totale à cette époque-là. Donc du coup, ça a foiré entre guillemets toute la conférence, sachant que à l'époque où il récupère Bosh et il va jouer avec Dwayne Wade, on parle de joueurs qui sont tous top 5 à leur poste en fait, au moment où ça se fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas, il rejoint Dwayne Wade, c'est pas un manchot Dwayne Wade à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est un potentiel MVP. C'est ça, oui, c'est deux joueurs, c'est déjà 2 top 10 NBA qui se rejoignent dans la même équipe. C'est quand même déjà un sacré tremblement de terre. Alors c'est sûr que Kevin Durant, on va dire qu'il est allé plus loin et qu'il a porté son courage à 2 mains parce qu'il a vraiment fait un truc qui dépasse ce qu'a fait LeBron. Mais en soi, on va dire que le chemin, il a déjà été tracé, je pense. Il n'y a pas eu de révolution. S'il y a une révolution, c'est LeBron. Je pense qu'il l'a fait. C'est ça, puisqu'avant, plus globalement, la construction de super team, ça se faisait via les transferts, en fait. Un gros joueur demandait de son transfert, il voulait aller jouer dans un gros marché, boum, il partait. Là, c'est rare, en fait, que le meilleur joueur de la ligue quitte son équipe qui est très forte pour aller dans une autre équipe avec 2 autres gars. Ouais. Qui viennent tous
avec rejoindre un autre et les deux viennent rejoindre un autre mec alors qu'ils ont tous les deux leur franchise qui vont en play-off. Je veux dire, ça c'est dingue ça. C'est d'ailleurs à ce niveau-là d'ailleurs, là je vais peut-être un peu trop loin, mais Chris Bosh aussi a tracé une partie du chemin parce que être un joueur, un franchise player qui fait son 20-10, qui va en play-off et choisir de son plein gré d'accepter un rôle même plus, sans être Batman, sans être Robin, être la troisième option dans une équipe qui gagne beaucoup, ça aussi en soi c'est aussi un petit peu révolutionnaire. Ouais, c'est un peu ce que LaMarcus Aldridge a fait en rejoignant San Antonio. Ouais. Puisqu'il était le leader, entre guillemets, pas forcément incontesté, puisque Damian Lillard commençait à pointer le bout de son nez pour Portland, mais il était le leader de l'équipe et il a décidé de rejoindre les Spurs et Kawhi Leonard. Ouais, totalement. On va enchaîner par 3 questions de Yayanix. La première, quel est le meilleur style de la draft s'il y en a? Pierre, dans un excès d'objectivité, nous a dit Hamidou le sang Diallo. Hamidou le sang, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non mais lui, Alan, la hype Hamidou Diallo, c'est oh là là, il me donne mal à la tête. Peut-être un peu trop tôt, Tom, pour dire s'il y a des styles. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. On va peut-être leur laisser le temps. Ouais, c'est ça, un peu d'accord avec toi. Après, si il y a quand même des joueurs qui sont un peu surprenants, tu vois, par exemple, un gars comme Miles Bridges, moi je le trouve très surprenant ce qu'il fait, notamment offensivement. Tu sens que c'est un gars qui a un potentiel offensif très très fort, puisque il fait des choses que très peu de joueurs aujourd'hui font. Alors certes, pour l'instant, ce sont des petits flashs, des petits highlights, mais tu te dis que si ce gars-là arrive à tout mettre si ce gars-là arrive à tout réunir ensemble et proposer ça de façon régulière, c'est un gars qui offensivement peut être très très fort pour la ligue. Défensivement, on va voir après, mais offensivement, je pense que c'est un gars qui peut devenir très très fort. Sinon, ça va faire un peu redondant, mais Shai Gilgeous-Alexander, moi je le trouve très très fort en fait le gars. Vraiment très très fort. Certes, alors oui, je sais pas si on peut vraiment parler de style, puisque à un moment à la draft, il y a pas mal de gens qui pensaient déjà que c'était le meilleur meneur de la draft globalement, qu'il était meilleur que Colin Sexton, et qu'il était aussi qu'il était plus sûr que Trae Young, dira-t-on. Ouais, plus moins de risque de bust que Trae Young. Donc oui, c'est ça. C'est une bonne surprise, mais de là parler à style, c'est un petit peu, c'est peut-être un mot fort. C'est ça. Moi, je dirais. Je sais pas, toi. Je dis alors, je deviens le pire des hipsters parce que je commence à me créer une hype Atlanta, mais moi, je suis fan de Kevin Huerter parce que j'avais très peu vu. Le rouquin. Avant la draft, il shoot, hein. Ah mais il shoot, hein. Il shoot, oui. Ah ça. Moi, je suis surpris par sa taille, en fait. Il est très long, en fait. Il est très très long et il est pas. Je pensais pas aussi long que ça. En et fait, c'est pas un poteau. Alors le bar court, le bar court Young Huerter, ils prennent des valises. Hein. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas. Je peux imaginer un futur dans lequel il serait pas un défenseur scandaleux. Enfin, je me dis pas c'est un mec toute sa vie il va ramer en défense. Il peut devenir, ça deviendra pas un défenseur élite, hein, mais il peut assurer les minima un jour. C'est pas fou de penser ça. Totalement. Je suis assez d'accord avec toi. Il est très surprenant, Kevin Huerter. En plus là, il commence à mettre dedans. Je crois que c'est le rookie qui est numéro 1 au pourcentage à 3 points cette saison. Ouais, c'est ça. Déjà. Donc c'est bien, il arrive déjà à transposer ça. On voit que c'est un gars qui est assez à l'aise loin du ballon. Donc son combo là, le combo la vision de jeu de Trae Young, la gravité au cercle de John Collins et justement la menace à 3 points de Kevin Huerter. Enfin, Atlanta, c'est pas ridicule, hein. Alors oui, on va leur cracher dessus pour Doncic certainement. Non, t'es sûr, Tom? Ils s'en prennent. Oui, je pense que forcément. Ils en prennent plein la tête, les fans des Hawks, par rapport au trade qui a eu lieu avec Doncic. Mais globalement, c'est pas ridicule, en fait, ce qu'ils font, c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent. Totalement, ouais. Et puis, il me semble que t'avais un autre joueur, le rookie de Minnesota. Josh Okogie, ouais. Merci, Tom, de me rappeler. C'est le problème quand on enregistre 2 fois la même séquence, c'est que tu t'en rappelles plus de ce que tu voulais dire de celle d'avant, en fait. C'est une catastrophe. Oui, Josh Okogie, d'ailleurs, je m'étais trompé avec, Keita Bates-Diop, qui a été aussi pris par Minnesota, mais le tour d'après. C'est ça. Sauf que moi, je crois que dans un mock draft, j'avais fait l'inverse. Bref. Oui. Alors c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est typiquement le poste 2-3 athlétique
qui en NBA, je pense, il peut faire des choses en fait. Alors ça sera jamais. Quand je dis pour moi style, c'est un joueur que t'as été chercher derrière les fagots et qui tu peux lui voir un avenir en NBA. Et je pense que c'est typiquement ça Josh Okogie. Après, avoir dans un autre environnement, peut-être avec un autre coach que Tibbs, mais un bon défenseur qui peut mettre quelques shoots à 3 points NBA athlétique, ça trouvera toujours sa place. Et en l'occurrence, il va la trouver, je pense, assez facilement. On peut mentionner, par exemple, Gary Clark, qui était pas mal à Houston, qui avait été signé en two-way et finalement qui a récupéré un contrat garanti pour 3 ans. Je crois qu'il y a que les 2 premières années qui sont garanties, mais qui apportait de bonnes minutes à l'époque où il a commencé à avoir l'imbroglio avec Melo. Donc, au final, c'est une draft qui est pas mauvaise en fait. C'est vraiment une draft qui est pas mauvaise. Donc, elle est assez profonde à voir jusqu'où ça ira, quoi. Après, là, on a une 40aine de matchs de leur saison rookie. Pour beaucoup, c'est une question d'opportunité à ce stade. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que... Et d'ailleurs, t'as une déception? Enfin, je me permets de poser une question. T'as une déception pour l'instant, parmi les rookies? Attends, je vais réfléchir vite fait. On n'a pas parlé de Kevin Knox, mais qui fait de très bonnes choses. Parce qu'en fait, quand tu me parles de déception, je pense automatiquement à des équipes genre New York, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais non, mais par rapport à toi. Mais d'ailleurs, tu vois, on n'a même pas mentionné Alonzo Trier. Aussi. Qui pourrait mériter ce titre-là. Déception, j'avoue que j'en ai pas pour l'instant. On va dire que déception, moi du coup c'est l'inverse de style, je me concentre plutôt sur le très haut et on va dire qu'il y en a pas. Sexton, j'avais pas vu beaucoup, hein, mais j'étais pas du tout fan avant la draft. Déjà quand tu m'expliques que tu draftes un mec sur le caractère, déjà pour moi c'est drapeau rouge direct. Mais ensuite non, j'ai pas trop de déception. Je sais que l'habitude veut sur Twitter qu'on casse de 1 Atlanta, comme tu l'as dit, par rapport à Doncic, et de 2 Bagley. On a fait un épisode sur Sacramento. Je trouve Bagley loin d'être scandaleux. Donc, totalement. Donc, totalement. Je vois pas, il y a pas de déception pour l'instant. Ce qui est assez rare, hein. Faut dire qu'il y en a souvent un, prenons genre le top 5, il y en a toujours un à la rue. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ça, puisque globalement, t'as pas mal de projets, en gros, tu vois, les Trae Young, les Bamba, enfin, voilà, tu sais que ça va prendre du temps avec ces mecs-là, en fait. Donc, tu peux pas vraiment parler de déception, même si bon, Trae Young, moi j'aurais apprécié qu'il shoot mieux, en fait, qu'il soit plus adroit, mais en fait, il a déjà transposé la passe la vision de jeu, quoi. Tu te dis juste que faut juste que ça tombe dedans, quoi. Ouais, mais oui, totalement. Enfin, je veux dire, Trae Young, moi, alors je déteste parler comme ça, mais les flashs, ils sont incroyables. Enfin, il y a vraiment des moments d'excellence. Après, c'est sûr que c'est mêlé dans une soupe d'erreurs bêtes, mais c'est logique. Enfin, il tient la main d'une équipe avec très peu de talent. Forcément, il va perdre des camions de ballon, etc. Mais, à part ça, non, je suis pas trop déçu, parce que là, je regarde juste le top 10. Le top 10, il y a personne même si tu vas plus loin, je vois personne de scandaleux. Un DiVincenzo en milieu de draft, il a un peu moins de temps de jeu, mais il a fait des choses avec Milwaukee. Il y a personne de vraiment scandaleux dans ce début de draft, hein. À voir pour la suite. Comme tu dis, à voir. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Vraiment à voir. Ah oui, et il y a le mec des Nets là qui est bon ces derniers temps. Ah, j'oublie comment il s'appelle. Rodion Kurucs qui enchaînait pas mal de bonnes performances sur les dernières semaines, là, sur les 2 dernières semaines. Donc à voir, mais intéressant, on va dire. Intéressant. Il shoot, il prend des rebonds, il est propre, il met ses lancers. Intéressant. On va enchaîner par la deuxième question à Yannick, parce que je suis en train de regarder le chrono et je me dis, avant l'enregistrement, on s'était dit, c'est que quelques questions, on est déjà à 35 minutes. Quel est le chroniqueur le moins objectif de l'équipe? Or, celle-ci, ça m'embête, tu vois, Tom, qu'on a eu besoin de réenregistrer, parce qu'on va passer pour des traîtres. Alors que, on avait tous dit que c'était Alan, et même lui l'avait avoué. Et là, on va passer pour des moins que rien. Alors que c'est vrai, déjà, je cite Pierre, Pierre a dit 2 points. Alan Guillou, point, et Tom sur les joueurs avec intangibles. Et même Alan et Troy Daniels. Et même Alan a avoué que c'était le cas, tu vois. Donc moi, je me sens mal, parce que si on tape sur Alan, on va passer vraiment pour des moins que rien, mais c'est le cas, tout le monde le sait. Et comme je l'avais déjà dit, il est pire en NFL. Donc vous n'avez pas parlé NFL avec lui. Estimez-vous heureux là-dessus. Moi, ça m'arrive, je peux vous dire que c'est difficile. Donc voilà. Non. Qu'est-ce que j'avais dit? Par rapport à ça, oui, juste pour répondre à la question, vraiment, moi, ce que j'avais dit, c'est que Alan, il est pas du tout objectif, mais pas du tout.
et c'est encore pire avec la NFL. Pierre et moi, en fait, on va dire que moi, si j'ai une idée dans la tête, ça va être très très dur de me faire changer d'avis. Par contre, le jour, et c'est parfois long, hein, où t'arrives à me faire changer d'avis, c'est dur de me refaire basculer dans l'autre sens, en fait, dans mon avis original. En gros, c'est quasiment impossible. Enfin, me faire changer d'avis, c'est très dur. J'ai dit que Pierre, en gros, Pierre, c'est limite le plus transparent. Il va clairement te dire qu'il aime pas comment joue Harden et Houston. Enfin, il va te le dire, genre, tu le sais, il va te le dire. Et Pierre, et j'ai déjà dit Pierre, et Tom, je vais dire que Tom, il est malin parce qu'il est pas objectif avec des joueurs sombres, genre Justin Holiday. On s'en fiche de Justin Holiday. Mais Tom, il est pas objectif avec les mecs là, tu vois. Mais autrement, non, je pense qu'on a on peut pas être complètement objectif, c'est impossible, mais globalement, on nous a jamais trop dit qu'on n'était pas objectif. Donc je pense qu'à ce stade-là, on se situe bien. Mais après, c'est ça, Alan, ça, je le dis quand même pour la forme, mais il est au courant. C'est peut-être aussi la relation avec les fans de Boston, qui sont parmi les fanbases, qui sont la fanbase, les moins, dis-le. Pas vraiment ouais, globalement, ouais, c'est la fanbase qui surcote le plus ses joueurs, globalement. Ah bah oui, de très loin, oui. C'est multisport, hein. C'est, quels que soient les sports, Boston, c'est assez particulier, hein. Il faut, voilà. Donc, Alan, le problème, c'est qu'il est fan de toutes les équipes de Boston. Donc, c'est un espèce de cocktail de tout ce qui se fait de pire, hein. C'est vraiment affreux, je veux dire. Non, mais on adore les fans de Boston. Mais non, il faut quand même savoir qu'on nous a même dit, sur ce dossier de l'objectivité, il y a quelques semaines, on nous avait dit qu'on était un podcast pro Boston. Et ça, je pense que c'est la marque ultime du fait qu'on est à peu près objectif. Parce que pro Boston, alors que pendant des années, si, c'est vrai, des années, on nous a dit anti-Boston parce que, et moi, le premier, ça m'est arrivé de critiquer le projet de Danny Ainge. En l'occurrence, s'il avait raison, j'avais tort. Mais le fait est, et ça, on en avait parlé, Tom, souvent, quand tu critiques un joueur, on pense que tu l'aimes pas. Pareil pour une franchise, c'est pas le cas. C'est qu'il y a des moments où un joueur ou une franchise sont critiquables. On le fait. On va pas se restreindre. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas, fondamentalement. Tu n'y crois pas. Ouais, c'est ça, fondamentalement. Quand j'ai été un peu, je vais pas dire dur, quand j'ai critiqué Frank Ntilikina il y a 2 ou 3 semaines, c'est pas parce que j'aime pas Frank. Enfin, faut être, il a rien pour être détesté, Frank. Mais c'est juste qu'en tant que joueur, il y avait des trucs à mettre en avant. Je veux dire, c'est juste le cas. Faut savoir dissocier la critique et la détestation. Ouais, ça doit être ça. Ah là là, tes fameuses empoignades avec OM Celtics sur Twitter. Ouh là là, là tu balances des dossiers, mais oui, c'est vrai. Non mais qu'on salue, au passage. Ouais, oui, mais c'est vrai ça. Mais oui, et d'ailleurs, oui, au passage, vu qu'on fait référence à ça, au moins quand vous me critiquez sur internet, taguez-moi direct et ne faites pas de sous-entendu. Hein. Je suis grand, vacciné, je peux prendre des critiques quand elles sont fondées, bien sûr. Enchaînons sur quel joueur va augmenter son niveau en fin de saison régulière et amener son équipe au niveau supérieur. Non, je reviens juste 2 secondes sur ça. Vous pouvez bien sûr nous critiquer sur Twitter. Vous avez le droit. C'est juste, faut que ça soit justifié, quoi. Faut pas que ce soit du règlement de compte de cours d'école. Tom, du coup, on enchaîne. Quel joueur va augmenter son niveau en fin de saison régulière et amener son équipe au niveau supérieur? Je t'avoue que moi, j'ai eu du mal à trouver une réponse. Pareil, moi, je me suis dit, dans les équipes actuellement, quel joueur est un petit peu en difficulté avec une équipe qui carbure plutôt bien, et je me suis dit Tyreke Evans, en fait, puisque Tyreke Evans c'est assez mauvais. Bon, je vais pas spoiler, tu auras l'occasion d'en parler très bientôt. Ouais. Mais Tyreke Evans c'est assez mauvais et Indiana tourne très bien. Donc je pense que s'il se réveille, Indiana peut être peut-être encore plus fort, parce que ce qu'il apporte aujourd'hui, c'est honteux. Enfin bon, bref. Ah bah attends, mais Tom, vas-y. Non mais c'est totalement scandaleux. Non mais lui, je vais lui tailler un costard. On parle souvent de costume trop grand. Il va être ajusté, t'inquiète pas, Tyreek. Le costard va être parfaitement ajusté. Oui, ça peut être une solution. Moi, j'ai eu énormément de mal à trouver parce que j'ai un peu vu la question en termes superstar. Et niveau superstar, j'ai l'impression que tout le monde fait le taf. Hein. Il y a personne de vraiment peut-être Mitchell, mais Mitchell, est-ce que tu peux le considérer comme une superstar? Ouais. Parce que Mitchell, il est un peu en deçà offensivement, tu vois. Ouais, mais après, moi, Mitchell, enfin, je l'ai déjà dit, après, c'est mon avis, je comprends qu'on puisse pas être d'accord. Pour moi, Mitchell, c'est aussi un peu, c'est ce qui l'entoure qui le bloque un petit peu actuellement, et le fait que il avait été dans des dispositions parfaites, qu'il était en feu, en plus. Cette année, il est peut-être un peu moins en réussite et les dispositions sont plus parfaites. Donc, forcément, il en paye un peu les pots cassés.
mais je sais pas. Peut-être Westbrook, mais c'est la question d'après, hein, mais le fait est que Westbrook, il est en deçà, mais je pense que c'est par rapport à son rôle, plus qu'à son niveau de jeu. Donc, je vois pas, et augmenter, et amener son équipe au niveau supérieur, je pense pas qu'un Westbrook qui retourne dans du Westbrook habituel, ça va augmenter le niveau de l'équipe d'OKC. Donc j'ai un peu de mal à trouver la solution. J'avais mis LeBron, choix facile, mais je pense pas que LeBron, s'il fait du LeBron, c'est-à-dire qu'il contrôle, mais il est pas non plus scandaleux, loin de là. Donc j'ai un peu... Sinon, ce serait Harden, puisque là, il est en train de il a déjà haussé le ton, là. Offensivement, il est très très fort depuis le début de la saison, mais sur les 7 derniers matchs, il est encore plus fort. Enfin, sur la petite série de victoires qu'ont amorcé les Rockets, il est encore plus fort. On a plus de 30 points à un très très gros pourcentage de réussite. Donc peut-être lui, mais enfin lui il est déjà au niveau en fait. Ouais, après sinon ce serait Chris Paul aussi qui est très moyen à la manière de Tyreek, qui est très très moyen depuis le début de la saison. Si lui arrive à donner à peu près je sais pas moi, remonter à peut-être 60% de ce qu'il faisait l'an dernier, les Rockets seront déjà bien plus forts. Ouais, ou alors j'y pense comme ça, mais un John Wall il a déjà eu 2-3 semaines de mieux, mais on va dire un John Wall qui arrête d'être scandaleux, ça t'y crois? Non, pas du tout, mais je le cite quand même. Mais non, j'ai du mal à y croire, mais ça pourrait être un joueur ça serait pas les amener au niveau supérieur, c'est Wizards, ça serait juste les amener à un niveau qui arrête d'être complètement révoltant. Voilà, ça serait juste ça. Mais à voir. Moi, j'avoue que je pense que Tyreke Evans c'est un bon choix parce qu'en termes de joueur dans une bonne équipe qui ne fait rien, c'est vainqueur du trophée à l'unanimité. Hein. Enfin, il y a personne qui le bat, je pense. Avant-dernière question de Lalos qui nous a demandé sur Twitter un avis sur la saison de Westbrook et George et leur nouveau rôle. Pierre qui nous a d'ailleurs noté, je vous laisse intentionnellement la question, mon avis a déjà été donné. Tom, qu'est-ce que tu penses sur les nouveaux rôles de Russell Westbrook et Paul George? Je pense que Russell Westbrook, ça lui demande un peu un temps d'adaptation. Il est un petit peu moins chef d'orchestre que ce qu'il a toujours fait dans l'ensemble de sa carrière. Il laisse un petit peu plus Paul George prendre ses responsabilités et c'est tant mieux pour OKC puisque en début de saison on en a souvent parlé en off et même je crois qu'on en avait parlé une fois dans le podcast, mais j'avais dit en fait que la saison d'OKC se joue sur Paul George puisque Westbrook c'est le plancher d'OKC et Paul George c'est leur plafond, et si jamais Paul George était meilleur était meilleur que Paul George, si par exemple Paul George était meilleur que Westbrook sur la saison, OKC serait assez proche du titre. Pour l'instant, Paul George est meilleur que Westbrook sur le début de la saison et OKC est assez effrayant. Ouais. Paul George est top 5 MVP, je le rappelle, c'est vraiment, il est incroyable. Après, je pense que je me demande toujours si leurs nouveaux rôles, je pense, sont parfaitement adaptés dans un contexte de saison régulière. Je me demande si, et c'est toujours mon interrogation par rapport à OKC cette année, sur une série de playoffs, Pierre avait fait un épisode sur le changement de Russell Westbrook du Rock'n'Roll. J'ai toujours une petite question autour de la faisabilité de ça. Est-ce que Westbrook, dans une série de playoffs acharnée, disons contre les Warriors par exemple, ou les Rockets, il va déléguer? Est-ce qu'il va vraiment déléguer autant? Est-ce qu'à un moment il va pas, parce que c'est des joueurs très instinctifs, est-ce qu'il y a pas un moment où il va reprendre la main sur tout ça? J'ai quand même de sévères doutes là-dessus, mais dans un contexte de saison régulière, c'est parfait. Surtout que ça a le don d'économiser Westbrook. Alors il joue toujours à 100%, mais ça le met moins en chef d'orchestre qui fait absolument tout. Donc sur la durée, c'est plutôt bien, surtout qu'il revient de blessure. Donc je pense que c'est aussi des nouveaux rôles qui sont pas du tout... c'est pas une coïncidence que quand Westbrook revient de blessure, il y a ces nouveaux rôles qui se mettent en place. Donc non, je suis assez séduit. Après, moi, j'attends de voir si ça va durer, surtout sur une série de playoffs, si ça va être comme ça tout du long. Après, il faut savoir que Westbrook, il délègue pas uniquement à George, il délègue aussi beaucoup de jeux à Dennis Schroeder, qui parfois, quand les deux sont sur le terrain ensemble, c'est Dennis Schroeder qui a le ballon et Westbrook évolue plus dans un rôle, on va dire, complémentaire, ce qui est assez surprenant pour moi. Mais parce qu'il avait jamais trop fait en fait, hein. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est ça qui est assez surprenant. Et la transition est parfaite. Je pense que Tom l'a voulu, comme ça. C'était une petite passe décisive pour la dernière question de Mo Sylvain, qui participe au podcast Inside the Hoop, d'Inside Basket, qu'on vous invite à aller écouter,
Qui sera Six Man of the Year cette saison? Grosse concurrence cette année. Pierre a proposé Dinwiddie ou Schroeder. Je suis assez d'accord, même si je donnerais une petite la prime à Dinwiddie juste sur le principe qu'il inscrit plus de points et que c'est un petit peu souvent le facteur déterminant pour ce trophée. Arrête, dis que t'aimes bien sa moustache. Aussi, très classe. T'aimes bien son petit bouc, son petit bouc immaculé. Mais j'avoue que c'est un style assez, c'est unique, quoi. Mais entre lui et Jarrett Allen, ils font tout. Ouais, c'est cool, hein. Ils font tout pour se différencier, hein, au moins. C'est pas mal. Ouais. Et juste à côté, t'as le swag de D'Angelo. C'est ça, ouais. Enfin bon, bref. Non, mais pour revenir à la question, moi j'hésitais un petit peu avec par exemple Montrezl ou même son acolyte aux Clippers, comment il s'appelle? Lou Williams, voilà. En fait, mais je me suis rendu compte que en fait Montrezl, certes, il apporte énormément d'énergie en sortie de banc, il apporte énormément de choses statistiquement à son équipe, mais c'est un joueur qui peut pas faire ça tout seul en fait. Et on l'a vu à partir quand Lou Williams était absent, il a connu un gros trou en fait en sortie de banc, et c'est depuis le retour de Lou Williams là sur les 3-4 derniers matchs où on le revoit un petit peu meilleur, parce qu'en fait c'est un joueur qui a besoin d'être servi. C'est pas un joueur qui peut se débrouiller seul. Alors certes, il apporte de l'énergie, mais je pense pas que ce soit le meilleur joueur qui sort du banc, par exemple, côté Clippers. Même si c'est celui qui pourrait, entre guillemets, avoir le plus d'impact. Moi, j'aurais plutôt privilégié un joueur comme Sabonis. C'est un joueur qui est très très fort. On en est même parfois à se demander est-ce qu'il est pas meilleur que Miles Turner, et est-ce que ce serait pas lui, en fait, le pivot à mettre dans le 5 plutôt que Turner. Donc non, moi je pense que Sabonis il a passé un cap vraiment, et moi je lui donnerais en fait, puisque plus globalement je pense que c'est on va dire le meilleur remplaçant de l'équipe la plus haute, on dira. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le mec qui a le plus d'impact dans l'équipe la plus haute. Mais après, tu vois, l'histoire d'impact, tu vois, un peu comme toi, enfin, les Schroeder, les Dinwiddie, ils passent devant pour ce trophée-là, puisque on récompense souvent les arrière scoreurs, puisque un gars comme André Iguodala, qui était le meilleur remplaçant de la ligue sur les 3 dernières années, il a jamais eu le trophée. Mais il y a même des journalistes qui l'ont plus ou moins dit. En gros, ils vont avoir une grosse réflexion pour MVP, défenseur de l'année, ils vont aller chercher les stats, vraiment y réfléchir. Mais sur MIP et 6e homme de l'année, c'est des trophées où, franchement, c'est pas les plus réfléchis. Parce que je trouve qu'on a souvent tendance à oublier que la plupart, il y a quelques journalistes nationaux, mais la plupart suivent une équipe. Ce qui veut dire qu'ils ont pas le temps de suivre les autres équipes. Donc forcément, sur certains trophées, on va au choix le plus facile. Et c'est pour ça que souvent, ça a été à des gros arrière scorers que ce sont les remplaçants les plus en vue. D'où le fait que pour moi... Le plus productif. Exactement, ouais. D'où le fait que pour moi, Dinwiddie part très très bien là-dessus. Schroeder, pour moi, il peut l'avoir... Schroeder, ouais. Ah oui, bah oui, c'est bête. Voilà, pour vous raconter, en gros, j'avais demandé à Alan la prononciation, vu que c'est un génie de l'allemand, je lui avais demandé la prononciation dans la partie qui a été perdue. Et il m'avait dit Schroeder. Donc Schroeder, en l'occurrence... je pense qu'il peut l'avoir si jamais OKC continue sur ces bases-là et qu'ils ont aucun autre trophée, style MVP, défenseur de l'année, s'ils ont trop rien, ni un mec en first team All-NBA, ça peut être un espèce de trophée de compensation. Ça, je peux l'imaginer. Ouais, totalement. Et ben là-dessus, on va conclure cette première partie de la deuxième partie de l'épisode 142. Du coup, après la pause, vous allez retrouver Alan, tout d'abord, c'est déjà ça, et on va retrouver l'enregistrement qu'on a donc fait il y a 5 jours de ça, oui. Ça. Donc là, c'est le moment où on en est à 3h30 d'enregistrement, 3h30 d'appel Skype. C'est ça. Donc c'est le moment où on fatigue, en fait. Donc vous inquiétez pas, si vous avez l'impression qu'en 5 minutes on a pris, je sais pas, on a perdu 20 points de QI, c'est pas ça, c'est la fatigue, en fait. Et nous on se retrouve juste après la pause, du coup, pour la suite et fin de ce très long épisode 142.
Dernière ligne droite, dernière série de questions, on va être honnête, je pense que ça peut être une séquence classique, parce que là on commence à fatiguer vu de ces heures d'enregistrement qui s'accumulent, et les questions en plus sont bonnes, donc il y a moyen qu'on parte en live. Question de Fenge sur Twitter qui nous demande comment classez-vous un joueur comme Stephen Curry dans un classement all-time? Est-ce qu'il est définitivement passé dans la catégorie au-dessus des Westbrook, Lillard et si à son poste? Je vais juste reprendre ce qu'a pu dire Pierre en haut, parce que le nom Westbrook a été cité, donc forcément Pierre a réagi. Très haut, gros palmarès, des records, des perfs folles, 3 petits points, mais Westbrook est bien devant Lillard par contre. Avant de parler de ça, parlons peut-être de Stephen Curry et de sa legacy quand même, aiment en parler les Américains. Alan, où va se classer Curry, qui a à peine passé les 30 ans, donc c'est encore de la projection à ce stade au niveau all-time. Très très haut, plusieurs fois champion NBA, plusieurs fois MVP unanime, All-NBA First Team, meilleur shooter à 3 points de l'histoire, disons-le. Voilà, il est très 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 haut, il a tout. Palmarès individuel, collectif, il a tout. Il est bien dans un classement all-time. C'est all-time de joueurs ou de meneurs? C'est ça. De joueurs. Mais même de meneurs, il y a pas il y a qui est peut-être au-devant de lui aujourd'hui, peut-être Magic. C'est peut-être tout, hein. Je pense qu'il est top 3 meneur et il est top 15, top 20. Ou voire plus, enfin je sais jamais s'il faut dire bas ou limite haut. Plus haut, hein. Plus bas, enfin ouais, plus bas. Après, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que je pense que le problème c'est pas un problème, mais Curry, faut faire limite 2 classements. Faut faire un classement sur son influence en tant que joueur. Et si tu fais le classement sur son influence, je pense que tu peux le mettre, alors là, attention, asseyez-vous tous bien. Je pense que tu peux le mettre dans le top 3 des joueurs les plus importants de l'histoire du basket, dans son terme d'influence sur le basket. C'est pas lui qui a inventé le shoot à 3 points, mais il a révolutionné le basket sur pas mal de points. Il va être très très haut parce que le tir à 3 points, c'est une évolution extraordinaire, c'est une révolution. Bah, le mot est pour une fois bien utilisé dans le basket. Après, si tu parles en termes de classement all-time, comme on le fait souvent, on met les Jordan, les LeBron, les Bird, les Magic, il risque de pâtir d'une chose, je pense, c'est que c'est des classements souvent dans lesquels l'histoire qui s'est créée, le mythe autour de joueurs est important. Et Curry, d'où mon problème et d'où ma volonté que Kevin Durant parte aussi, c'est qu'on va toujours lui remettre dans la tête qu'il a gagné. Alors, un titre contre une équipe des Cavs, il restait personne, sans Kyrie, sans Love. Il perd, alors qu'il a 73 victoires avec son équipe MVP unanime. Il gagne l'année d'après et les 2 années d'après avec Kevin Durant. Et 3 années d'après, probablement. Ça pourrait le 3-1. Et le 3-1, oui, bien sûr, les finales 2016. Ça risque de lui coûter. Et les gens disent qu'il est moins bon en playoff aussi. Les gens disent ça. C'est pas forcément vrai. C'était juste qu'il est. C'est toi qui avais écrit ça, Ben, je crois, non? Ouais, j'avais écrit un article là-dessus. En fait, tu voyais que statistiquement, ça baisse, mais c'est logique. C'est pas, s'il s'effondre pas, il baisse, mais tout le monde baisse en playoff. Enfin, par LeBron, il y a très peu de joueurs qui augmentent en playoff. Ils augmentent en termes de points par match, mais vu qu'ils prennent plus de shoots, les pourcentages de réussite descendent pour la plupart des joueurs. Parce que les shoots sont aussi plus difficiles. Exactement. Et puis Curry, il a une sélection de shoot qui est assez particulière. Alors oui, il est très efficient sur sa sélection de shoot, mais un joueur moyen qui a la même sélection de shoot que Stephen Curry, il est loin d'avoir la même efficacité. Ouais, oui, totalement. Mais je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire dans un classement all-time, même si on n'aime pas trop faire ça, moi je serais pas étonné qu'à sa fin de sa carrière, parce qu'il a encore 2-3 années au top, et d'autres encore après, il soit top 10 des joueurs les plus de tous les temps. Et en termes d'influence, il suffit de voir comment jouent les gamins maintenant, il est top 3. Parce qu'après, il a des capacités, en fait, qui, même si son âge avance, ses capacités à shooter, tout ça, même s'il a un déclin athlétique, il sera toujours capable de shooter à 9-10 mètres. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il va vieillir très bien. Ouais. Rien d'autre à rajouter là-dessus. Peut-être oui, sur le fait que Westbrook semble être dans une classe aussi lui à part d'un Lillard, par exemple. Mais après, moi, en tant que présentateur et quelqu'un qui pose souvent des questions, je comprends, et on s'excuse si on l'a fait à un auditeur, des fois on peut mal comprendre les questions, quoi. Ça se trouve c'était juste une suite de joueurs et Fenge n'a jamais voulu dire que, ou Fange, n'a jamais voulu dire que Westbrook et Lillard étaient dans la même catégorie. Là-dessus, après cette question où j'ai quand même dit que Curry était top 3 all-time en termes d'influence, je pense que je vais en entendre parler de ça. On enchaîne avec Sacramento Kings France, qui nous a posé 2 questions, une directement à toi Tom et une
à nous, on va commencer par celle pour nous. Est-ce qu'on peut réellement avoir le toupet d'oser comparer Westbrook Durant à Fox Bagley? Je pense que c'est ironique, mais vu qu'on a un fan d'OKC dans l'équipe, Pierre a réagi. Comment? Il n'a pas pu s'empêcher, forcément. Comment Fox Westbrook sur le profil est ok encore, mais Bagley qui a dit 3 petits points de somme intensif. La ponctuation est très importante. Ouais, la ponctuation. On voit une ponctuation vraiment de quelqu'un qui n'en peut plus. Bon, on voit la blague, mais c'est vrai que Fox et Bagley, c'est surtout Fox. Enfin non, c'est pas trop un duo pour l'instant, c'est un 1,5 quoi. Fox est très 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 impressionnant, ouais. La maturité qu'il a acquis en quelques mois, ce que j'aime bien regarder chez les meneurs qui vont vite dans le processus draft, c'est est-ce que ils arrivent à changer de vitesse, c'est-à-dire parce que quand t'es très rapide, avoir la capacité d'être sur un rythme normal et bam d'un coup changer de vitesse, c'est très intéressant. Et lui, l'année dernière, il avait un peu ce défaut de vouloir jouer à qui va le plus vite, et c'était souvent lui, mais c'était pas la chose la plus forte dans son jeu et la meilleure pour organiser le jeu des Kings. Et là, en fait, il arrive parfaitement à changer de vitesse. Il a un dribble qu'il a amélioré, main droite, main gauche. L'équipe joue mieux et lui, ouais, franchement, je pense que Russell Westbrook est tellement un joueur unique que lui trouver des joueurs qui lui ressemblent, c'est délicat, mais sur la vitesse et la capacité de destruction en transition, Fox montre de très belles choses. Tom, quelque chose à rajouter? Pas grand chose, hein. Enfin, la grande différence cette année pour Fox, non seulement t'as l'ajout du pull-up à 3 points, mais t'as aussi le fait qu'en fait que le jeu il lit beaucoup plus vite, et du coup maintenant il arrive à manipuler les défenses et utiliser sa vitesse à très très bon escient. Donc pour répondre expressément à la question, je dirais que c'est pas comparable, puisque on est sur 2 échelons totalement différents. Mais après, pour baser sa reconstruction, c'est pas mauvais en fait, Fox Bagley, sachant que les 2 joueurs sont encore très très jeunes. Surtout Bagley, totalement, qui a été surclassé 1 an à la fac, donc il est vraiment très très jeune. Ok. Et Tom, tu avais une deuxième question de Sacramento Kings France qui te demandait est-ce que les Kings, le petite bataille entre Kings et Grizzlies, qui tu vois finir avant l'autre en fin de saison? Je pense qu'il y a plus de chances que Sacramento finisse devant. Manque d'objectivité, encore une fois. C'est impossible. Non, il y a plus de chances d'être comme Tom. Ouais. Non. Dans le sens, il y a plus de chances que Sacramento finisse devant, puisque moi je suis persuadé qu'à un moment Conley ou Gasol va se blesser. C'est pour ça. Hein. Mais si par exemple je dois parier à forme équivalente que personne se blesse, je dirais que Memphis finira devant. Ok. J'ai peur encore une fois que Sacramento tape un mur à un moment, mais j'irai. Ah non, je vais dire Memphis. On joue la. Oui, mais d'un côté, Memphis, ils vont connaître des blessures forcément vu que c'est Memphis. Je sais pas. Alan, peut-être un avis là-dessus? C'est compliqué. Comme toi, surtout là, le pic de Sacramento commence vraiment à m'embêter. Donc, s'il pouvait se prendre un grand mur, ça m'arrangerait. Même si. Ouais, mais le truc c'est que le pic de Memphis, il risque de prendre un mur aussi si Sacramento est devant, ou si Sacramento est derrière. Du coup, t'as les deux pics dans l'affaire. Les deux peuvent, même si je souhaite de mal à personne, surtout, même Sacramento, c'est une équipe que j'aime bien, puis c'est toujours une franchise qui est sympa, je trouve, donc qu'elle aille mieux, ça fait vraiment plaisir. Non, je dirais Memphis quand même, parce que il y avait une stat comme quoi le calendrier des Kings avait été un des plus favorables, donc c'est ça. Comme OKC par exemple. Donc à voir oui. Sur les prochains mois. Donc en termes de calendrier, ça va être plus simple pour Memphis de rester devant Sacramento. Là, les 2 équipes ont le même bilan afin de s'affronter ce soir. Oh là, je spoil le jour auquel on enregistre. Non, je spoil le jour, mais là, les 2 équipes s'affrontent ce soir, donc à voir. Memphis qui a commencé par 12-5 et qui est désormais à 16-14. À voir. Ok. On va enchaîner par 3 questions de Ol Kapov qui nous demande tout d'abord: pensez-vous que l'ère des pivots modernes, 3 points, mobilité, rapidité et passagère, et que l'on reviendra sur une vague de pivots plus défensifs en conséquence de l'importance capitale des ailiers pour aller chercher des finales NBA?
Je vais peut-être commencer, enfin je me dis que je me permets de commencer, mais je me permets de commencer une question sur deux, donc en fait c'est plus trop... Est-ce qu'on est vraiment dans une ère des pivots modernes? Parce que au bout d'un moment, pour moi on juge une ère sur qui va loin. Alors c'est très talk show américain sur ESPN, mais on juge une ère sur qui va loin en playoff, qui domine. Les licornes, elles ont fait quoi exactement pour l'instant? Elles ont rien fait. Pour moi, on a une génération, une vague de pivots modernes, mais on n'a pas une ère. Les pivots défensifs, c'est toujours les pivots défensifs marquent toujours les équipes qui vont loin genre en Capella par exemple. C'est toujours des équipes là qui vont loin en playoff. Pour l'instant, ces pivots-là, les 3 points moderne, rapidité, on les a pas vus aller super loin. Donc pour moi, on a une vague, mais on n'a pas encore une ère, ce qui fait que on sera dans une ère de pivot moderne quand ils iront gagner quelque chose et quand ça sera la norme pour aller loin. Pour l'instant, la norme pour aller loin, c'est avoir un ailier. Ou un meneur de jeu de très très haut niveau. Ou un meneur, même si pour aller très 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 loin, c'est l'ailier qu'il te faut. LeBron, c'est LeBron qu'il te faut. Pour aller très très loin, pour être sûr d'aller très très loin, il te faut LeBron. Moi, je vois pas en quoi c'est antinomique en fait. Pourquoi on pourrait pas avoir... Peut-être parce que l'air, je pense que Olkapov imagine l'air comme le type de joueur qui domine. Peut-être. Embiid Butler par exemple. Si ça marche à Philly, c'est pas antinomique? Tu me poses une colle. Le truc c'est, ouais, c'est vrai, mais après, tu vois, le poste de pivot aujourd'hui, c'est plus une position défensive en fait, hein, puisque certes, Joel Embiid, Joel Embiid est un très très fort joueur offensif, mais c'est en priorité un joueur défensif. Le poste de pivot reste aujourd'hui une position défensive. C'est un très fort défenseur, mais c'est pas en priorité un joueur défensif. Embiid, tu peux. Non, mais si par exemple si tu dois découper en deux, en gros sa valeur ajoutée en deux, ce serait quoi? L'attaque ce serait quoi pour toi? 40%? Moi de sa valeur totale. Ah non, plus je pense. Plus? Et on parle d'un mec qui tourne à 28 hein. À 26 27 points. Ouais, quand même, c'est vrai que c'est oufissime. Mais il est tellement fort défensivement en fait que je sais pas, moi j'ai toujours, enfin, après je me trompe peut-être, hein, mais pour moi en fait Joel Embiid c'est avant tout un très très fort défenseur, un défenseur élite et un très bon attaquant. Ah, je sais pas. Ça peut se défendre. Si, je vois ce que tu veux dire, ça peut se défendre, mais ça reste quand même en termes de machine offensive sur le début de la saison, c'est un des 10 plus grands attaquants de la ligue, donc. Ah ouais, totalement, ouais. C'est un meilleur défenseur qu'il est attaquant, mais ça reste un super attaquant. Ça passe le niveau du gars, quoi. Mais. Ouais, il est très fort, il est très très fort. Non, mais après, enfin, le poste de pivot, enfin, je pense que, tu vois, avec, on en revient souvent, mais ta théorie qui se vérifie d'ailleurs du fait qu'il n'y ait pas de meneur en fait dominant, que l'ère des meneurs dominants est terminée et qu'aujourd'hui on bascule à l'aile, mais je pense qu'il y a une tellement grosse pénurie d'ailiers que ça me surprendrait pas qu'en fait d'ici 3-4 ans, vu le niveau des pivots et des intérieurs qui sont récemment arrivés en NBA, que les intérieurs soient de plus en plus les meilleurs joueurs de leur équipe. Et dans ce cas-là, tu construis ton équipe différemment, en fait. Mais tant que l'ailier, c'est peut-être vrai, et je pense que ça sera vrai même très rapidement, même pas besoin de passer à 2-3 ans, ça peut être vrai dès l'année prochaine. Mais tant que la clé pour passer, et tant que sur les 6 meilleurs joueurs de la ligue, 3 seront à l'aile, voire 4, vu que tu devras passer sur eux pour gagner, l'aile restera dominante. En fait, le poste dominant, c'est juste le poste qui réunit le plus de joueurs de haut niveau, dans le top 10. C'est juste ça. C'est le poste où il y a plus d'écart entre, par exemple, l'élite et les très bons joueurs. C'est le poste où il y a le plus d'écart entre les All-NBA et Jeff Teague. Ouf. Ouais. C'est qui le Jeff Teague de l'aile? Ouais. Le Jeff Teague de l'aile. Jay Crowder. Non, ça doit être plus, ça doit être peut-être meilleur que Jay Crowder, hein. Ah, les gars, parce que je vais parler de lui après, je vous mets au défi de m'en trouver 15 vraiment meilleurs, hein. Parce que même Joe Ingles, il est plus haut. Alors je me suis peut-être un peu enflammé là. Parce que Joe Ingles, il est plus haut, hein, si tu regardes. Ah non. Ah, je pense non, pas. Il est un peu moins, enfin. Il est meilleur. L'ailier moyen, il est meilleur que Taurean Prince. Il est bon, Taurean Prince, quand même. Ah ouais, mais c'est pas l'ailier moyen. L'ailier moyen est meilleur que Taurean Prince, les gars. Ouais, c'est vrai. Sinon, c'est Kyle Anderson, limite. Le Jeff Teague. En tout cas, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a vraiment un écart énorme, quoi, parce qu'on peut passer de... Ouais, c'est parce ça. que dans le top 10, il y a
aujourd'hui, il y a LeBron, KD, Kawhi. Giannis, si tu le comptes comme un ailier. Mais même dans le top 5, Jimmy Butler est peut-être même pas dans le top 5. Non, il y est pas, Allez. c'est sûr même. Alors que Jimmy Butler, c'est un All-NBA. Ouais. Donc à voir après. Moi je maintiens que tant qu'ils vont pas s'imposer comme des plaques tournantes dans des équipes qui gagnent et qui vont surtout s'imposer comme les 5 meilleurs joueurs de la NBA, enfin tant que dans les 5 meilleurs joueurs de la NBA on n'a pas 2-3 pivots, il n'y aura pas d'ère de pivot moderne. On a un peu détourné ta question, on s'excuse, mais c'est le cas. D'ailleurs à l'heure actuelle, sur les 10 meilleurs joueurs de la NBA, il y a combien de pivots? Il y a Embiid, c'est tout. Davis si on le compte comme pivot. Si on compte un pivot, ouais, Davis et Embiid, c'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est pas beaucoup, hein. Mais à voir. En tout cas, c'est là où on va avoir une NBA fascinante parce que les jeunes qui arrivent sont beaucoup à l'intérieur et sont étrangers. Donc ça, c'est un petit vent de fraîcheur sur la NBA. Question. Je pense que c'est limite la meilleure question après Dole Kapoff. Toutes les questions sont bien. Il y en a des excellentes, il y en a des très bonnes. Dans une éventuelle expansion de la ligue, vous êtes à la tête de la franchise avec tous les pouvoirs. Quelle ville, franchise aimeriez-vous renaître? Quelle serait votre politique sportive? Quels 5 construire en imaginant qu'aucun joueur ne soit protégé par leur franchise? Choix de joueurs réalistes, il entend par là aspect financier, durée dans le temps en prenant compte des règlements et des limitations budgétaires. Qui veut commencer? Celle-ci, j'avoue que j'ai préparé un plan quinquennal. Hein, donc... Oula. Vas-y. Je pense que c'est toi qui l'as mieux préparé, je pense. Alors... Je vais à Seattle déjà. Alors je suis pas un fanat de Seattle, je fais pas partie de cette secte qui va absolument voir Seattle renaître, mais vous allez comprendre pourquoi. Tu prends le contre-pied de Robert Sarver. Exactement. Tu peux pas te faire crier dessus par une vieille dame. J'avoue que quand tu prends le contre-pied du proprio des Suns, je trouve que t'es dans la vérité la plupart du temps. Ah. Perso, c'est pas mal. Je trouve pas ça mauvais. Alors ce que je fais déjà, parce que moi je pars du principe que je commence avec mon équipe en 2019-2020, saison prochaine. Déjà, je fais un speech à Kevin Durant. Là, c'est assez simple. Hein. Oh purée. Ah oui, retour à Seattle. Jeff Green aussi du coup. Merci Tom. Non. Ouais, t'as compris, Alan, retour à la maison, boucler la boucle, t'as enfin ta propre histoire, tu viens. Ensuite, vous inquiétez pas, je vais pas mettre 5 All-Stars. Ensuite, pour l'épauler, 2 joueurs. Je ramène Ben Simmons. Il est sous contrat rookie jusqu'à 2020. Il y a toujours eu l'ambiguïté affiliée. Est-ce que c'est son équipe, pas son équipe? Je lui dis bon, Benny, tu seras numéro 2. Mais au moins, tu seras numéro 2 avec Kevin Durant et tu verras par la suite peut-être numéro 1, on sait jamais. 3e pièce de mon Big Three, Damian Lillard. Pourquoi? Il est à Portland. C'est juste Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais c'est quoi cette équipe? Attendez! Moi, et vous allez voir, je respecte toutes les règles financières. J'amène Damian Lillard et je lui dis bon, il y a eu beaucoup de supporters de Seattle qui ont quitté Seattle pour Portland parce que c'était le plus près. Donc je te ramène toi, donc on va ramener des gens dans le stade obligatoirement. Ce Big Three. Ensuite pour compléter, je ramène Jay Crowder, il est en contrat jusqu'à 2020, Dante Exum en 6e homme, ce qu'il a un contrat plus garanti, et Jarrett Allen pour compléter ce qu'il a encore en contrat rookie. Ce qui nous fait ensuite, et c'est là où les calculs deviennent savants. Je prolonge Ben Simmons dès le début de l'année prochaine. Ce qui fait que j'ai Kevin Durant, Ben Simmons et Damian Lillard et plus de cap jusqu'à pas mal d'années, jusqu'à 2021. Ce que je fais, c'est que je tente 2 ans avec les 3 là. Je vois si ça marche ou si ça marche pas. En 2021, on est donc 1 an après 2020. Merci Benjamin. Mais surtout, on est donc 1 an après l'été où les contrats de 2016 sont arrivés à leur fin. Donc j'anticipe que tout le monde va dépenser de l'argent. J'aurais testé pendant 2 ans mon trio Durant, Simmons, Lillard. Ce que je fais, si ça a marché, je suis prêt à payer la taxe à foison, re-signer Lillard et payer tout ce qu'il faut parce que c'est une équipe qui peut viser le titre. Si ça a pas marché, je libère Lillard, je me base sur Simon Durant, je re-signe Jarrett Allen et je complète avec des joueurs, ce sera déjà pas mal. Et si ça a pas marché, je vire Simmons, coup de poker, je le trade vu qu'il est toujours sous son extension et je garde Durant, Lillard. Allez, boum. Dites-moi que vous avez un meilleur projet que ça. J'attends. C'est propre. Ah non, ça va être difficile. Moi, j'ai pas mieux que ça, mais je pense que t'as juste oublié le côté réaliste dans l'énoncé. Mais j'ai pas mieux. Ah non, mais pour moi, réaliste, c'est financièrement, ça passe. Et aucun joueur protégé. Ça passe. Ouais. Tu veux le mien? Allez-y. Ça sera moins bon, mais allez-y. Non, s'il y a aucun joueur protégé, ouais, non, c'est vrai. Il y a pas moyen. Moi, je suis dans une politique, déjà, j'ai besoin d'un endroit sympa, tu vois. J'ai besoin d'un endroit où, donc on va aller, je vais pas aller dans une ville de crime, tu vois.
Genre, je vais pas aller à Saint-Louis, tu vois. C'est des grandes villes américaines, mais je peux pas, tu vois. Donc, j'ai décidé d'aller à Tampa Bay, tu vois, en Floride. Parce que la Floride, retraités. En Floride, je veux des retraités. Je veux être dans la Sunbelt, tu vois. Je veux être dans la Sunbelt, être là où et ça va être sympa de venir, tu vois. Et puis surtout, je suis désolé, les franchises de la Floride, dans mon idée, elles sont dans un sale état, tu vois. Donc je vais essayer de devenir la franchise de la Floride et en plus, je suis à l'est. Pas mal, tu vois. Déjà, toi, t'es à l'ouest. Et déjà, t'as mal calculé ton coup, tu vois. Moi, je suis à l'est. Ok. Je suis à l'est. Du coup, je suis à Tampa. Bon, fallait une ville, donc je prends Tampa parce que bon. Ils ont des équipes dans d'autres franchises, dans d'autres sports, donc bon, c'est une ville. Après, moi, c'est pas du tout la même politique. Moi, on va chercher Zion, en fait. Les gars, c'est pareil. Pareil, je me mets sur la carte avec Zion. Voilà. C'est bien, c'est pas le même projet. J'ai un projet, c'est Zion, en fait. On va faire un truc autour de Zion. On va aller chercher des joueurs qui, autour, peuvent potentiellement se relancer. Je veux pas payer de taxes. Voilà, je suis dans une optique de fidéliser un public de retraités, c'est-à-dire avec Zion, ils vont faire des arrêts cardiaques les retraités. Voilà, ils vont voir des jeunes dynamiques. Ça va peut-être les renouer avec la société. Voilà, arrêter d'avoir des clichés sur les jeunes et donc des jeunes dynamiques. Zion, on va aller chercher des joueurs qui ont un petit peu besoin de se relancer sur des contrats. Je pense, voilà, des joueurs sympas et en même temps des vétérans, tu vois. Je pourrais peut-être aller chercher Nicolas Batum, tu vois. Voilà, dans 2 ans, tu vois, c'est sympa. Une pré-retraite, tu vois, pré-retraite pour encadrer les jeunes. Chercher des jeunes qui sont au bout de leurs 4 ans. Et on va pas leur proposer ce qu'ils veulent. Bah, moi, j'ai de l'argent, je propose D'Angelo. Allez, viens, D'Angelo. Voilà. D'Angelo, ça me pose pas de problème qu'ils viennent. On est vraiment sur du tanking sur les 2-3 premières années autour de Zion. Mais j'ai espoir qu'avec Zion, on franchisse des étapes plus vite et que, voilà, on devienne une place importante de la conférence Est sur les années futures et qu'on soit la première franchise de Floride. Voilà. C'est beau. Bon, c'est vraiment ça donne envie, les gars. Vous tankez, vous amenez une franchise, vous tankez pendant 2 ans. Tant merci pour Zion, surtout pour un public de retraités qui vote Trump. Merci beaucoup. Toi, Tom, c'est pour un public de c'est quoi le public de Seattle? C'est des gens dans des bois qui ont des startups. Oui, c'est limite. Pas mieux. Ah oui, mais et qui sont très fidèles d'ailleurs, parce que les Seahawks, c'est la franchise de foot de Seattle, ça marche très bien. Donc j'ai un vrai public. Parce que moi, mon public, il a pas 20 ans d'espérance après avoir suivi la franchise. Tu traites les fans des Buccaneers? À toi, Tom. Ah bah moi je pense que j'essaie de ramener une franchise par exemple soit à Saint-Louis ou sinon du crime. Une chance. Non, pas Saint-Louis, pardon, je me suis trompé de ville. À San Diego, pardon. À San Diego. 2 salles, 2 ambiances. J'essaie de ramener une franchise. Ouais, c'est ça. J'essaie de ramener une franchise à San Diego avec Kawhi comme égérie. Il a compris. Je tente de. Il a compris. Puisqu'il a fait son cursus universitaire. La même chose tous les deux en fait. Vous voulez ramener les mecs. Mais non, mais attends, mais c'est l'expansion. Je tente l'expansion et après la draft. Ouais. Si j'ai la chance, je draft Zion. J'ai Zion et Kawhi. Voilà, un mec qui prend toute l'attention et un mec qui ne sait pas quoi faire de l'attention médiatique. Non, mais franchement, je me base sur ces deux-là. Après, j'essaie de tenter des coups pour améliorer l'effectif. J'ai pas forcément de nom. Je tenterai peut-être des paris sur certains joueurs qui sont pas en odeur de sainteté dans leur équipe. Et mais des trucs comme ça quoi, mais plutôt un processus sur 2-3 ans avec quand même quelqu'un pour attirer du public et remplir les salles, Zion, et quelqu'un qui peut me permettre d'avoir un bon niveau plancher en la personne de Kawhi. Ok, on fera un petit vote qui a le meilleur projet. Moi je maintiens que le mien, je vais contre aucune règle. C'est juste, ok, c'est lourd, mais moi, le problème, c'est que, je vous l'ai dit, 2 ans après la construction de mon équipe, je vais devoir faire des choix. Je peux pas garder tout le monde. Tom, tu les appelles comment? Les San Diego quoi? Alors là. Les San Diego Sun. Non, ça existe déjà. Non. Faut que je trouve un nom, Bah, je sais pas, les Tampa Bay EHPAD, je sais pas. Ah, putain. les San Diego, Oui, le rire de quoi, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais, les Gators de Tampa Bay.
on est des crocos. Je tiens un truc là. Ouais, tu piques, en gros, tu piques le nom de Florida. De la fac de Florida, voilà. Moi, je pourrais prendre les Hurricanes ou les Seminoles, mais bon, je vais pas. Avec les Indiens. Tu n'es pas fan de ces animaux? Les Indiens, bon. Avec un public qui est peut-être un peu extrémiste, on va éviter. Bon, faut que j'arrête la politique. On avait une dernière question d'Ol Kapov, mais on va la laisser. Je vous avais pas prévenu d'ailleurs, mais on va la laisser pour la fin parce que je pense que c'est une question qui se prête plus pour la toute fin de l'épisode. On va finir avec les 2 questions de Steven Seagal et une autre question ensuite. Bonjour, petite question pour l'épisode de Noël, ou plutôt un petit jeu. Quel est pour vous le meilleur 5 majeur actuel en NBA, sans All-Star et sans rookie et sophomore? Pierre a proposé Steven Adams, Chris Middleton, Aaron Gordon, Devin Booker et CJ McCollum. C'est du très très lourd. Qui a mieux? Moi, j'ai Mike Conley, Chris Middleton, Josh Richardson, Aaron Gordon, Rudy Gobert en pivot. Pas mal. Moi, j'ai McCollum, Booker, Middleton, Tobias Harris, Rudy Gobert. Alors, j'ai McConley, CJ McCollum, Chris Middleton, Jokic, et parce que il a un compte... Jokic, il a jamais été All-Star. Et parce qu'il a un compte à son nom, Pascal Siakam. Ah oui! Le Pascalou Gang. Par contre, j'ai un vrai 5 de hipster. Dédicace. Oui, dédicace. Mais j'ai un vrai 5 de hipster, par contre. Ah ouais, parce que Conley, McCollum, Middleton, Siakam, Jokic, j'ai un peu honte. Mais c'est très solide. C'est solide. À voir. Celui de Pierre, je pense que Pierre a mis la barre très haute parce que il manque peut-être... Il a Booker, il a du feu. Ouais, il manque peut-être d'un porteur de balle, mais c'est très fort. Il a Armani. Et deuxième question de Steven Seagal. Et vu que vous allez parler d'objectivité des membres de l'équipe, c'est déjà fait, vous avez la possibilité d'acheter une franchise entre Memphis, Boston, OKC et Charlotte 2017-2018. Référence pour ceux qui n'étaient pas là à mon CDD auprès des Hornets. Laquelle prenez-vous? En toute objectivité, bien sûr. Boston. Vous prenez qui? Non, mais... moi je prends OKC parce que les fans de Boston je peux pas en tant que proprio. Mais les fans de Boston ils adorent le proprio. Si t'es proprio de Boston c'est cool. Ouais, mais si jamais je fais des mauvais résultats, si j'ai pas des bons résultats, ça va très vite m'énerver. Alors que les 6 ils ont jamais connu de mauvais résultats aussi. Hein. C'est vrai. Moi, je prends Charlotte pour être meilleur que Jordan dans un carré de la NBA. Waouh. Ah oui. Dans un compartiment de la NBA. Ça sera pas compliqué. On est dans le défi. Pardon. Moi, je me suis dit Charlotte, c'est pas possible parce que c'est pas, à l'heure actuelle, tu rachètes Charlotte, déjà, t'as le problème Kemba. Ouais. Ensuite, Charlotte, ça fait pas rêver. C'est compliqué de racheter Charlotte, quand même. Après, c'est juste pour l'histoire, tu vois. Oui, totalement. Créer l'histoire, être le premier à faire quelque chose que... Tu veux être meilleur que Jordan dans un truc, tu vois. Par contre, ça te plaît pas du tout. T'as pas du tout envie de racheter Memphis, Tom. Tu vis Chris Wallace ou pas? Est-ce une question? Garde-le. Non, mais racheter Memphis, ce serait cool, hein. Franchement, ce serait cool, hein. Mais il y a pas Michael Jordan, c'est pas Michael Jordan le proprio de Memphis. Chris Wallace à faire mieux. Bah, c'est Robert Perra le proprio de Memphis. Mais en plus, c'est l'équipe des 4 qu'on a, c'est celle qui est à vendre. Donc. Ouais, elle est pas à vendre, hein. Elle est plus à vendre, Memphis? Non, ils ont la buy-sell option, c'était l'an dernier. Ah, d'accord. Et il a racheté déjà les parts, donc il a pris le contrôle de la franchise pour probablement mieux la déménager dans 5 ans. À San Diego. Au San Diego. Ou autant, non, je préfère les Tampa Bay EHPAD. Franchement, il a un business plan assez exceptionnel, Alan. Merci. Pas vraiment moral, mais plutôt bon. Voilà. Ensuite, on avait une avant-dernière question, de Rodrigue Corentin qui nous l'a posée juste avant qu'on démarre sur Twitter. Bientôt un épisode sur l'Euroleague. Alors, malheureusement, non, parce qu'on ne parle pas de choses sur lesquelles on a très peu de connaissances. Parce qu'on ne suit pas vraiment l'Euroleague tous. Je pense que le mieux placé pour en parler, ça serait Pierre. Et c'est pas non plus, il suit beaucoup plus la NBA que l'Euroleague. Donc, malheureusement, non. Mais d'ailleurs, on vous invite à aller suivre Corentin, parce que tu nous avais déjà posé des questions, et en plus, ton pseudo sur Twitter, c'est Basket Europe Tour, et je sais j'ai déjà vu des articles sur toi, et le fait que tu faisais un tour d'Europe pour aller voir des matchs de basket, c'est très intéressant. Donc, on t'invite on invite les auditeurs à te suivre, mais
pour ce qui est du basket européen, nous sommes probablement les derniers pour en parler. Je pense que Pierre Ménès pourrait presque en parler avant moi. Donc c'est pour vous dire un petit peu où on se situe. Là, c'est même pour les prospects le basket européens, européen, on a du mal. J'ai du perso, j'ai du on mal. a du mal. Donc voilà, c'est plutôt ficelle pour le basket européen. Exactement. Et on va se quitter sur la dernière question. Là, on fatigue vraiment. Je pense que ça s'est vu sur la dernière séquence. Ça s'est parti en n'importe quoi. Suivre la NBA, vie de famille et travailler en parallèle est-il compatible et sain pour notre santé? Question d'Olkapov que j'avais laissée pour la fin. Est-ce que c'est sain? On va demander à la personne. Qui a une vie de famille ici? Qui On est travaille? trop jeune. Ouais, qui travaille? Moi, Bah c'est Tom. moi, ouais, enfin. Ouais, c'est Tom. Ouais. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. La façon dont tu suis la NBA quand tu es étudiant n'est pas la même façon que tu suis la NBA quand tu travailles ou t'es avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un ou t'as des trucs quoi. C'est différent. Par exemple, les matchs de G-League, je regarde pas. Je regarde plus. Ça, c'est des choses que je faisais. Les matchs NCAA, je regarde plus du tout. Alors que j'en regardais. Maintenant, j'en regarde plus du tout. Enfin, je pense que à mesure que tu as moins de temps pour suivre la NBA, je pense que tu essaies de la suivre un petit peu plus intelligemment. Efficacité. Tu fais des choix. Voilà, c'est ça. Tu fais des choix. Alan. Ouais, Surtout qu'Alan, il doit suivre 12 000 sports en même temps, quoi. Non, mais vu que je suis encore étudiant et que le seul truc, c'est que j'habite encore chez mes parents. Donc, la nuit, bon, faut pas que je fasse trop de bruit, quoi. Mais sinon, non, ça va. Pour moi, ça va. Si tu ouais, sur les 15 points sur les dunks de Jason Tatum, il peut pas être vraiment très expressif. C'est ça son problème. Mais par ça. Non, mais et sain pour la santé, je pense que si on fait du sport, ça va. Et si on dort bien, je sais que on n'a pas tous le même rythme de sommeil dans l'équipe. Il y en a qui ont besoin de un peu plus que d'autres. Mais qu'est-ce que tu sous-entends là? Je sais que toi, t'es un cyborg pour moi. Tu dors pas. Genre, tu dors 5 heures et c'est bon. 5-6 heures, on va dire. Moi, j'ai besoin d'un bon rythme de sommeil, quoi. Je dors beaucoup. Est-ce que c'est ça? Suivre l'NBA en Guadeloupe, ouais, c'est ça, hein. Ouais, bah oui, Suivre là, l'NBA de la merci Guadeloupe, Tom. depuis que je suis en Guadeloupe, là, c'est cool, hein, les mecs. J'avoue que les matchs en prime time et pas les vieux matchs pourris du samedi, là, totalement indigestes. Brooklyn Charlotte. J'avoue que ouais. C'est ça, la bonne heure, hein. Après, moi, ce que j'avais rajouté, c'est qu'en plus, nous, est-ce que c'est sain? Et entre parenthèses, j'ai mis, il faut rajouter la préparation d'une émission en plus. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bah ça. Écouter d'autres. Faut faire des choix. Écouter d'autres podcasts pour s'informer, tout ça. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que je vais raconter notre vie. Quand même, faut se dire que nous, j'ai interprété un peu la question comme ça aussi. Si nous on rajoute le podcast, pour vous dire à quel point déjà on est impliqué, on a vraiment réfléchi à enregistrer un podcast à 23h heure française pour être nous 4 là. Bon, après on s'est dit c'était un petit peu difficile, on ne l'a pas fait, mais c'était quand même une idée déjà qui a traversé l'esprit de plusieurs pendant un bon moment. Non, mais vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que genre d'enregistrement j'ai calculé qu'en gros, allez, on va dire de début d'enregistrement à sortie d'un épisode, sans pause, il y a bien 8-9 heures, quoi. Ouais. Entre la préparation, tout, enfin, c'est un truc de fou, hein. 8-9 heures. Sachant que nous, je pense que c'est là où on continue de s'envoyer des fleurs, on est bientôt à la fin, on est fatigué, on s'envoie des fleurs. Nous, je pense qu'on est les seuls en France à monter les podcasts comme on le fait, en fait. Personne monte les podcasts, comme nous dans le NBA français. Parce que c'est secret de polichinelle, nous on s'enregistre pas comme les autres. Ce qui fait que notre qualité de son est différente parce que on prend plus de temps sur le montage. Ce qui est un bon choix, ce qui est bien pour les auditeurs, ce qui a le don mais des ça fans. rajoute du temps, ouais. Ça rajoute énormément de temps de montage. Les montages durent 2 heures en fait. Voilà. Donc est-ce que c'est sain? Je pense que c'est sain quand t'as moins de 25 ans, mais après quand tu passes 25 ans, faut plus que tu te réveilles comme un abruti à regarder des matchs la nuit, quoi. Je m'excuse s'il y a des gens. Oh là là. Ouh là là. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux plus faire ça avec un rythme journalier. Tu peux plus faire ça avec un rythme de plusieurs nuits par semaine. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, en 2018, est-ce que ça rime encore à quelque chose de se réveiller la nuit? Pour les finales, les playoffs, ok. La saison régulière, moi, je me réveille très rarement, je regarde les matchs en replay, hein. Ouais, pareil, après, faut juste pas te faire spoiler, genre, les scores et tout ça. Après, t'as des matchs, t'as certains matchs que t'as vraiment envie de voir, donc, du coup, tu te réveilles. Mais sinon, enfin,
Moi perso, je regarde dans les transports le matin en allant bosser. Hein. Je télécharge le match le matin, je regarde. Après il y a un truc dans le direct avec les sports américains aussi. Genre la nuit, ça c'est un truc, je trouve. C'est possible. Moi j'ai toujours pensé que c'était un truc d'élitiste pour se dire moi je fais partie de l'élite qui se réveille la nuit. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après ça dépend. Mais oui, c'est vrai, il y a un truc. Joue à 1h ou joue à 4h. C'est aussi pas pareil. Si tu veux voir LeBron, c'est plus chiant cette année par exemple. Je pense que ça dépend aussi comment tu travailles, tu vois. Si genre tu travailles plus ou moins tard, tu peux rester plus tard réveillé la nuit. Après, si tu travailles plus tôt, t'auras peut-être, tu vas juste te réveiller un petit peu plus tôt, genre t'as des matchs des Lakers à 3h ou 4h du mat, 4h30. 4h30 encore ça va, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est chaud. Attention, je reviens sur ce que j'ai dit, je ne traite pas d'abrutis ceux qui se réveillent. C'est juste, tu peux pas faire ça genre de façon répétée. Tu peux pas faire ça genre 5 soirs par semaine. Ouais. Déjà, il y a vraiment des gens, moi ça m'a toujours fasciné ce que les fans NBA aiment bien dire on se réveille la nuit et tout. Il y a vraiment des gens qui se réveillent genre pratiquement toutes les nuits. Je doute. Je pense que oui, hein. Les gens dont c'est le boulot, les gens dont c'est le boulot, je pense que oui, hein. Donc c'est le boulot, mais si on prend juste les fans et on retire le cas exceptionnel des comptes français de fans de franchise où eux se réveillent mais pas toutes les nuits par rapport à leur franchise, il y a vraiment des gens fans de basket ils se réveillent toutes les nuits pour voir des franchises différentes. Où ils vont pas se coucher. J'en doute énormément. J'en doute. Ouais. Ça dépend. Ça doit exister. Ça doit exister. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend de ton emploi du temps. Je pense que c'est beaucoup plus propice si t'es étudiant. Ça c'est sûr. Ah bah clairement. Ouais. Et si t'as fait des études aussi, on sait qu'on a. En plus, ouais. Et on sait, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui doit faire 3 doctorats juste pour suivre la NBA. Ça doit exister. C'est ça. Et en plus, ça joue aussi le décalage horaire. On sait qu'on a pas que des auditeurs en France métropolitaine. Ça joue forcément si t'es dans les dom-toms, si t'as la chance d'être aux États-Unis ou même de l'autre côté, parce que même de l'autre côté, t'as l'avantage à la limite en Asie, t'es mieux que nous. Nous, on est vraiment au pire endroit possible. Ouais. Pas forcément, puisque tu travailles quand même le matin. Ouais, mais imagine le match il est à 10h si t'es étudiant et que vu que t'es étudiant, t'as très peu de cours. Ouais. T'es bien quand même. T'es bien. Sur ça, je pense qu'on va conclure. Ah oui, dernière chose, nous aussi, faut savoir. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus honte à le dire. Sachant qu'on a des obligations en dehors, on a aussi obligé. Moi, depuis, on va dire la saison dernière, à cause de l'émission, on est obligé d'avoir un suivi tactique, je dirais, de la NBA. C'est-à-dire que sachant que le mercredi, idéalement, mais c'est jamais le cas, disons le vendredi, on connaît notre sujet. Jeudi, on va dire jeudi, ce qui se passe de mercredi, jeudi à dimanche, moi je le fais que dans l'optique, à part s'il y a bien sûr des gros matchs, je fais dans l'optique de préparer l'émission. Il y a cette optique-là aussi que personne n'a en dehors de ceux qui préparent des émissions. C'est que si on a une émission sur Miami, je vais pas pendant 3 jours, je regarde des matchs de Miami et je mange du Miami. Ce que fait pas quelqu'un. Même si ça t'empêche pas de regarder des matchs à côté, tu vois. Oui, c'est ça. Mais genre, tu vas faire un petit focus sur toute l'équipe. Exactement. Sur toutes les équipes. Tu vas faire un focus sur l'équipe. Tout en, par exemple, si t'as un match intéressant qui te plaît, que t'as envie de regarder, tu le regarderas quand même, tu vois. C'est pas parce que tu vas bosser uniquement une équipe en particulier pour le podcast que tu regarderas pas un match random, entre guillemets. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est vraiment, il y a ce focus qui rentre en ligne de compte en fin de semaine, que n'ont pas les autres personnes, je pense, qui en fin de semaine peuvent regarder plus librement, quoi. Et on n'a même pas parlé du cas des gens qui travaillent de nuit, qui, eux, ça dépend quel genre de travail de nuit. Parce qu'il y en a qui pourraient en tirer avantage si c'est des jobs où tu dois en fait être dans la surveillance peut-être, mais dans d'autres non, je pense pas. Mais même les gens qui travaillent de nuit, eux, ils peuvent regarder la journée. Ouais, mais ils dorment quand, Tom? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. J'avoue que généralement, si tu travailles de nuit, disons que tu vis avec quelqu'un et toi tu travailles de nuit et que la personne elle travaille, dans des horaires, les horaires classiques, au final t'as toute la journée pour faire autre chose entre guillemets. Donc si tu veux dormir, tu dors, ou sinon tu regardes l'NBA. On vous conseille quand même, je pense que il y a pas eu d'études scientifiques là-dessus, mais je pense que pour la santé c'est mieux de dormir que de regarder l'NBA intensément, je pense quand même. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Après on doit être à combien? On doit être à plus de 2 heures en cumulé d'enregistrement. On vous remercie. On a plus que ça. Je pense que c'est du coup là-dessus on va conclure. On a fait beaucoup d'heures d'enregistrement. Là, je sais pas compter, mais on est
très très loin. Je pense que c'est un des enregistrements en cumulé les plus longs qu'on a dû faire. On s'excuse si sur la fin c'est plus très logique et plus très cohérent. Comme c'est un épisode de Noël, je me dois de conclure par les remerciements habituels que je m'impose maintenant, mais qui, je pense, sont justifiés. On remercie tout d'abord les auditeurs qui nous ont envoyé des questions. Merci. Et puis, on vous remercie vous, ceux qui nous écoutent. 151 000, c'est le nombre d'écoutes sur l'année 2018 en ce 21 décembre. 151 000. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, sur la même période, donc du 1er janvier 2017 au 21 décembre 2017, on était à 67 000. Je vous laisse deviner la progression. Elle est assez incroyable, donc un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien. On est d'autant plus heureux que, après presque 3 ans d'émission, et oui déjà, chaque semaine, on a de nouveaux auditeurs qui viennent nous soutenir, donc merci à vous vraiment. On le pense vraiment, hein. Ça vient vraiment du fond du cœur. D'ailleurs, 2018, ça a été une année où la famille s'est agrandie avec le podcast Rock'n'Roll, le podcast One and Done, Profil. Ce qui fait que j'ai calculé qu'on a quand même 20 épisodes publiés depuis début novembre. Ce qui est, en termes de productivité, je sais pas, c'est soviétique. J'ai pas de mots. Soviétique. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Merci. J'avais pas osé. L'occasion aussi pour moi de remercier Alan, Tom, pour leur objectivité sans faille. Pierre aussi, qu'on aurait bien aimé avoir avec nous pour compléter les Avengers, mais aussi Jérémy, Antoine, des membres du site que vous n'entendez pas dans les podcasts, mais qui sont aussi avec nous, voilà. Je pense que ça a été une très belle année 2018. Ouais, te remercier toi, surtout. Merci. J'attends toujours le moment où vous allez dire ça, mais merci beaucoup. Ouais, te remercier toi. C'est pour ça que j'ai rien dit, volontairement, tu vois. On l'a laissé languir. C'est ça. Puisqu'il on aurait vu jusqu'où il était prêt à meubler pour avancer ses petites fleurs à la fin. Alors Tom, pour te dire, je ne meuble même pas, j'avais un discours, c'est un grand mot pour dire un discours, mais en gros j'avais tout décrit. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qu'il fallait conclure là-dessus, c'est qu'on se pavane pas. Et qu'on espère que l'année 2019 sera encore plus belle. Même si on a un épisode avant le début de l'année 2019. On vous remercie pour tout, mais on va essayer de continuer d'avancer. On vous souhaite donc un joyeux Noël. Plein de bonnes choses. On vous remercie encore une fois de nous suivre et de nous donner la force dans cette formidable aventure. Et nous, même en cette période de Noël, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le dernier de 2018, pardon. Donc on vous souhaite une très bonne semaine. Salut. Salut. Salut.